Bonjour et bienvenue à tous. On vous retrouve encore une autre fois dans le cadre de ces capsules pour parler aujourd'hui d'un thème encore comme tous les thèmes très particulier. Il s'agit des droits des salariés au sein d'une entreprise en difficulté. Alors je n'ai pas besoin de présenter l'entreprise étant la première cellule économique. Son importance dans toutes les législations n'est plus à discuter. Le législateur marocain l'a compris. Il met tout en place pour renforcer le travail des entreprises, pour encourager les entreprises à l'investissement. Et bien entendu, il a mis en place une loi spécifique pour permettre aux entreprises en difficulté, parce que cela aussi arrive, de pouvoir s'en sortir et d'être renflouées. C'est le cas de la loi 73-17, justement, qui a été instaurée pour éviter que l'entreprise parte en faillite ou en liquidation, puisque le mot faillite a été abandonné depuis déjà fort longtemps. Eh bien, quand une entreprise est en difficulté, il y a plusieurs partenaires de l'entreprise qui vont aussi souffrir. Et parmi ces partenaires, il s'agit des salariés. Quels sont les droits des salariés face à une entreprise en difficulté? C'est le thème d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai invité une de mes étudiantes. Il s'agit de Madame Kenza Ebnoul Fasseh, qui vient de soutenir un mémoire sur le sujet en question, sous l'intitulé « Le sort du contrat du travail dans le cadre des procédures collectives ». Elle a obtenu son master avec mention très bien. Elle a eu une note de 17, elle a soutenu brillamment son mémoire et c'est la raison pour laquelle je l'invite aujourd'hui et je lui dis « Vous êtes la bienvenue ». Merci. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc avant de proprement commencer, bien sûr, je tiens à remercier le professeur M. Mohamed Merli et je tiens à exprimer aussi ma reconnaissance, bien sûr, et ma gratitude envers vous, bien sûr, de m'avoir invité, de participer à ces capsules enrichissantes et constructives, bien sûr, qui vont nous aider sans doute, bien sûr, à enrichir nos atouts et nos acquis, surtout dans le monde du droit des affaires. Merci encore une fois, avec l'espoir, bien sûr, de parvenir à faire passer notre intervention, bien sûr, comme il se doit. J'en suis convaincu et vous le savez bien, le plaisir est partagé. Nous sommes toujours fiers de nos étudiants et de leurs performances. Alors, pour parler du sujet, pour aider les auditeurs, on les appellera les auditeurs ou les personnes qui nous suivent, à se mettre dans le décor, nous avons donc l'entreprise. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'entreprise en difficulté. Exactement. Et puis le statut des salariés. Exactement. Tout d'abord, je voudrais que vous nous donniez une définition claire de l'entreprise en difficulté, qui est soumise donc à cette loi, la loi 73-17. D'accord. Lorsqu'on parle d'une entreprise en difficulté, C'est bien que vous regardez la bien caméra. sûr, lorsqu'on parle d'une entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible de son passif. C'est-à-dire, l'entreprise se trouve dans une difficulté économique et financière, bien sûr. Donc, c'est la raison pour laquelle la loi 73-17 a été, bien sûr, instaurée afin d'alléger, bien sûr, la lourdeur, bien sûr, des entreprises en difficulté. Alors, le salarié peut se trouver en situation de créancier. Bien sûr, exactement. Alors, quel sera le sort du contrat du travail dans le cadre des procédures collectives? On les appelle procédures collectives. D'accord. Donc, on peut dire que lors de l'ouverture d'une procédure collective, ou lorsque l'entreprise est en difficulté, il faut savoir que tous les contrats de travail sont maintenus. Tout d'abord, il existe des raisons justifiant la continuité du contrat de travail. Donc, il faut savoir que le législateur marocain, à travers plusieurs codes, n'a jamais eu l'habitude de fixer les objectifs d'une loi comme il a fait avec la loi 73-17. Et parmi ces objectifs, on a le maintien de l'emploi, parce que tout simplement, même si une entreprise se trouve en difficulté, mais bien sûr le maintien de l'emploi et la continuité du contrat de travail reste un moyen parmi d'autres, bien sûr, qui va lui permettre de faire face à ces difficultés économiques et financières, d'autant plus qu'il y a un article, bien sûr, dans la loi 73-17, l'article 588, bien sûr, qui a instauré un principe où le contrat de travail échappe au régime juridique des contrats en cours. Donc, pour expliquer, bien sûr,
C'est quoi, bien sûr, comment le contrat de travail échappe au régime juridique des contrats en cours. Lorsqu'une entreprise se trouve en difficulté, seul le syndic, bien sûr, qui a la faculté de décider ou non la continuation des contrats en cours. Donc, bien sûr, le contrat de travail échappe, bien sûr, à cette obligation en raison de sa spécificité, en raison, bien sûr, de son importance. De la volonté du législateur de protéger le travail et de protéger les salariés. Et même en cas de transfert ou de la cession, bien sûr, de l'entreprise, les contrats de travail, bien sûr, sont maintenus et ceci a été prévu par l'article 19 du Code de travail. Très bien. Alors, malgré tout, une question se pose. Quels sont les cas de rupture du contrat de travail lors de l'ouverture d'une procédure collective? D'accord. En fait, lorsqu'on parle de la rupture du contrat de travail, il faut savoir qu'il faut parler de la rupture avant l'état de cessation de paiement et après l'état de cessation de paiement. Avant l'état de cessation de paiement, on peut considérer que l'entreprise passe par une situation de crise passagère. Difficile. Exactement. Dans ce cas, on peut appliquer les dispositions de l'article 185 du Code de travail. C'est-à-dire, l'employeur n'a pas le droit de recourir à la rupture, bien sûr, du contrat de travail. Il peut soit la diminution, bien sûr, des horaires du travail, soit, bien sûr, la diminution du salaire. Mais en fait, si la crise dépasse 60 jours, il faut absolument avoir une autorisation, soit, bien sûr, du délégué du personnel, soit du délégué syndical ou bien du gouverneur. Après l'état de cessation de paiement, lorsque je dis l'état de cessation de paiement, c'est-à-dire l'entreprise se trouve en redressement judiciaire. C'est-à-dire que la cessation de paiement, c'est le démarrage, normalement, vers une procédure de redressement. Dans ce cas, en se basant bien sûr sur les dispositions de l'article 624 de la loi 73/17, on peut recourir au licenciement pour motif économique. Mais en fait, la rupture ne prend effet qu'après avoir notifié le délégué provincial de l'emploi et le gouverneur. Et c'est là, bien sûr, où réside la spécificité de faire la comparaison entre avant l'état de cessation de paiement et après l'état de cessation de paiement. Parce qu'on va remarquer ici que le législateur marocain a supprimé l'autorisation du gouverneur et l'a remplacée par une simple information et notification. Et dans ce cas, on peut se poser aussi la question, pourquoi ici le juge commissaire, bien sûr, n'est-il pas impliqué pour la vérification de la véracité du licenciement pour motif économique? Et après, aussi, bien sûr, dans le cadre du plan de cession, on va remarquer que le législateur a utilisé le terme le maintien de l'emploi et non pas la continuité du contrat de travail. Ce qui peut constituer, bien sûr, une occasion pour les repreneurs de ne pas respecter leurs engagements. Et bien sûr, je vais essayer de vous expliquer, bien sûr, pourquoi on a essayé, bien sûr, d'aborder ces critiques et ces failles de la loi 513/17 vis-à-vis, bien sûr, aux salariés. Donc là, on a parlé des cas de rupture avant donc, ou lors d'ouverture d'une procédure collective. Qu'en est-il du sort des contrats de travail qui sont conclus lors de la période suspecte? Mais avant, il faudra donner une définition de la période suspecte. Bien sûr. La période suspecte, bien sûr, c'est la période, bien sûr, compromise entre, bien sûr, la date, bien sûr, de cessation de paiement et bien sûr la date bien sûr du jugement d'ouverture de la procédure de redressement et de la liquidation judiciaire. Dans la période suspecte, le débiteur ou bien sûr l'employeur, il peut bien sûr accomplir des actes qui ne sont pas bénéfiques pour l'entreprise. Et dans ce cas, ces actes, bien sûr, ils peuvent être frappés. Ça veut dire qu'il peut avoir tendance à le faire. Exactement. Qui sont parfois contraires à l'intérêt de l'entreprise. C'est pour cela que le législateur a prévu cette période qu'on appelle la période suspecte et qui a comme caractéristique justement de considérer ces actes conclus pendant cette période comme annulables, nuls ou annulables. Exactement. Et ces actes, bien sûr, durant cette période suspecte, ils sont frappés d'une nullité. Et en fait, afin bien sûr de comprendre plus, on distingue deux types de nullité. Il y a une nullité bien sûr obligatoire, ce qu'on appelle la nullité bien sûr de droit. Et dans ce cas, il faut savoir que tous les actes à titre gratuit ils sont frappés d'une nullité obligatoire. Mais bien sûr, il y a une exception, bien sûr, ils peuvent être frappés d'une nullité facultative, bien sûr, s'ils sont conclus, bien sûr, 6 mois avant la date de cessation de paiement. En ce qui concerne, bien sûr, la nullité facultative, les actes à titre onéreux, ils peuvent être, bien sûr, frappés d'une nullité facultative. Et comme on le sait tous, le contrat de travail est un acte à titre onéreux. Dans ce cas, durant la période suspecte, il pourra être frappé d'une nullité facultative. Très bien, donc en fait, le législateur ne lui a pas accordé un privilège particulier. Pourquoi? Parce que certainement, il veut protéger le travail avant l'ouverture de la procédure, mais pas pendant la période suspecte, pendant laquelle le dirigeant de l'entreprise peut avoir conclu des actes par complaisance. Oui.
Donc c'est encore une protection de l'entreprise. De l'entreprise, oui. Et finalement, la créance salariale, quel est son sort dans le cadre des procédures collectives? En fait, on sait très bien que le législateur marocain a décelé bien sûr le privilège de la créance salariale de l'article 1248 du Daïr des obligations et contrats et l'a remplacé bien sûr avec les dispositions de l'article 382 qui a classé bien sûr les créances salariales au premier rang. Mais en fait, est-ce que cette protection va être suffisante dans le cadre de la loi 73-17? On pourra dire que c'est une protection qui reste un peu affaiblie parce que tout simplement, le privilège de la créance salariale se contente uniquement sur les biens meubles et non pas les biens, bien sûr, d'immeubles. Et donc, la seule protection un peu envisageable dans le cadre de la loi 73-17, c'est avec l'article 719 de la loi 73-17 où les salariés, bien sûr, sont dispensés de l'obligation de déclarer leurs créances. Alors, donc, en fin de compte, il y a une protection, il y a un privilège, mais n'est pas suffisant. mais vous considérez que cette protection n'est pas suffisante. N'est pas suffisant. Elle ne va pas jusqu'au bout de la protection. En fait, le législateur, donc, en instaurant la loi 73-17, a essayé de concilier entre deux intérêts antagonistes, ceux de l'entreprise et ceux des, parfois, antagonistes avec les salariés. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi ou est-ce que vous avez une recommandation particulière qu'il faudra prendre en considération, par exemple, lors d'une prochaine refonte? En fait, le législateur a essayé bien sûr de réconcilier entre les deux intérêts, mais il s'avère un peu difficile parce que tout simplement, il existe toujours une dualité entre les dispositions de la loi 73-17 et les dispositions bien sûr du Code de travail. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que toujours l'ouverture d'une procédure collective est à l'origine d'un conflit entre la protection de l'emploi et la protection de l'entreprise. Et bien sûr, pour assurer la pérennité de ces dernières, ne pourra se faire qu'au prix de la réduction, bien sûr, de l'effectif. Et donc, bien sûr, mes recommandations, bien sûr, durant ce travail, qu'il faut bien sûr renforcer plus l'arsenal juridique marocain en matière de protection des salariés au sein d'une entreprise en difficulté. Il faut plus encadrer, bien sûr, le licenciement pour motif économique par des mesures plus sophistiquées, bien sûr, comme l'exemple de la France, qu'ils ont tendance à recourir, bien sûr, au reclassement, c'est-à-dire que l'État a obligé l'employeur de verser une somme annuellement aux salariés afin, bien sûr, de bénéficier, bien sûr, et cette somme, pardon, est réservée juste aux formations afin de permettre aux salariés de bénéficier d'autres formations parce que une fois qu'ils sont, bien sûr, en face du licenciement pour motif économique, ils se retrouvent avec bien sûr d'autres formations dans d'autres domaines, bien sûr. Voilà. C'est une manière de leur donner une chance de se recaser, de retrouver une autre vie professionnelle. Professionnelle, oui, exactement. Bien écoutez, j'étais ravi de vous écouter, Merci beaucoup. ravi de faire ce survol des fondamentaux de la question sur les droits des salariés. Avant de vous quitter, je voudrais vous poser une question de savoir quelle est, en ce moment, votre lecture en dehors du droit. En fait, en ce moment, je suis trop intéressée par les livres qui ont en relation avec la psychologie et le développement personnel. Ah, très bien. C'est un peu à la mode, on peut dire. Oui, exactement. Et donc, je suis en train de lire un livre, en fait, je l'ai terminé récemment, de Louise Hay. Comment transformer votre vie, c'est-à-dire une pensée positive peut changer votre vie. D'accord, donc, voilà. Donc en fait, il nous apprend, il nous donne des techniques. Comment ça se passe, la lecture du livre, c'est quoi? Est-ce qu'il nous propose des solutions? Exactement, il propose des solutions pour bien sûr acquérir la confiance en soi, l'amour en soi, bien sûr de se développer bien sûr sur le plan bien sûr personnel et professionnel. Professionnel aussi, parce que ça aide beaucoup, par exemple les étudiants bien sûr, durant leur parcours universitaire, bien sûr, je leur recommande vivement ce livre. Bien sûr, c'est très intéressant, c'est très, bien sûr... J'ai relevé un commentaire d'un journaliste, d'une critique, qui dit « Conçu, le livre, en parlant du livre, sur le schéma d'une consultation active, ce livre vous propose des exercices faciles accompagnés de textes clairs qui suscitent la réflexion individuelle. » Oui, exactement.
Donc ça résume un peu? Oui, ça résume bien sûr l'idée bien sûr essentielle du livre. Alors, il y a une chose, d'habitude, je demande toujours à mes invités de nous amener un ouvrage qu'on peut acheter. Celui-là, je n'ai pas l'impression qu'on va le trouver sur place, je le montre quand même. Il est là, traduit en français. À l'origine, c'est un livre en anglais, mais on peut l'acheter sur Internet. Oui. Il y a la version électronique. Oui, exactement. Donc, Transformer votre vie de Louise Hay. Oui, exactement, de Louise Hay. Une pensée positive peut transformer votre vie. Et exactement, en pensant d'une manière positive, on pourra bien sûr aller de l'avant. Y a-t-il des passages ou un passage qui vous a marqué, je vous demanderai de lire? En fait, c'est une question assez difficile. Et parce qu'il y avait beaucoup de passages, bien sûr, qui m'ont plu, bien sûr, durant la lecture de ce livre. Mais en fait, il y avait un petit passage qui m'a beaucoup marqué. C'est le fait d'apprendre, bien sûr, comment pardonner. Et donc, si vous voulez, bien sûr, je peux vous lire... Ah oui, tout à fait, avec plaisir, avec plaisir. Donc, le pardon. Donc, l'amour est toujours la solution pour toute forme de guérison. Et le chemin qui mène à l'amour est le pardon. Le pardon dissout la rancœur. Et merci. C'est magnifique. Merci. Et c'est magnifiquement dit. Merci. Alors avant de vous quitter, j'ai reçu hier de la part d'une amie un écrit, c'est un poème qu'elle m'a envoyé hier de Jacques Prévert. Ça rejoint un peu ce qu'on dit, qu'il a certainement écrit en 1946. Je voudrais vous en lire quelques passages. C'est ma manière de partager avec vous quelque chose dans le cadre de cette chronique littéraire. À peine la journée commencée et il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi et l'année est presque écoulée et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Alors, essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons de la couleur dans notre grisaille. Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ces temps qui nous restent. Essayons d'éliminer les après. Je le fais après. Je dirai après, j'y penserai après. On laisse tout pour plus tard comme si après était à nous, car ce qu'on ne comprend pas, c'est que après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Après, le jour devient la nuit. Après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard, car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, les meilleurs et la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui, l'instant est maintenant. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci Kenza. Merci monsieur. En fait, quand vous lisez, ça m'a rappelé bien sûr une citation de Steve Jobs qui dit qu'il faut toujours suivre son cœur et son intuition. D'une manière et d'une autre, ils savent réellement ce que vous voulez devenir et tout le reste est secondaire. Fin de citation. Merci pour ce rappel. Encore une fois, merci et à très bientôt.